Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Sira Silla, c'est l'énergie de 3 mondes réunis. Entrepreneuriat, engagement social et sport. C'est aussi une basketteuse comme moi, une amie précieuse et une vraie source d'inspiration. À travers ses projets, elle montre qu'on peut entreprendre autrement en restant fidèle à ses passions et à ses valeurs de partage et de transmission. Dans cette série d'épisodes, on reviendra sur son parcours, ses projets et la façon dont elle conjugue entrepreneuriat et engagement. Bonne écoute! Bienvenue sur Focus Sportpreneur. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir Sira Silla comme invitée. Bonjour Sira. Bonjour. Merci. Je suis impressionnée par le très. C'est parce que c'est vrai. Et juste pour mettre du contexte, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Très longtemps. Voilà, très longtemps. On se connaît à travers le basket. Oui. On est amis. Oui. On a joué ensemble en club, Oui. au CSP 19. On a joué ensemble dans des tournois à l'étranger. Oui. Et du coup, je suis très contente de t'inviter pour différentes raisons qu'on va développer au fur et à mesure. Mais c'est parti. Mais d'abord, est-ce que tu peux me dire si on te demandait qui tu étais? Oui, je déteste cette question. Je sais, mais en très court parce qu'on va développer après. Mais comment tu te définirais? Donc, qui tu es? Qui tu es toi? J'aime pas cette question parce que je sais jamais comment répondre. Et la réponse que je préfère, c'est que je suis une passionnée de basket qui aime beaucoup être entourée de jeunes et de jeunes filles en particulier. Et du coup, tout ce que je fais tourne autour du basket, grâce au basket. Et tout ce que je fais tourne aussi autour de comment rendre le monde meilleur ensemble, ou rendre les gens meilleurs ensemble. J'aime bien. Mais parce que t'as dit tout ce que tu fais. Bien, merci d'avoir dit tout ce que tu fais parce que ton parcours déjà multicasquette. Oui. On va développer encore plus après, mais multicasquette, aussi bien dans la communication, dans la création d'événements, dans les marques, les podcasts. Et je peux en dire plus je beaucoup. fais de podcasts, plus je réponds à des questions et plus je me rends compte. Des fois, j'oublie que j'ai fait certaines choses. Et je me souviens que j'ai fait certaines choses en revenant sur ces choses-là. Ouais. Mais pour résumer brièvement ce que je fais, donc actuellement, en général, on se définit par son poste professionnel. Donc professionnellement, je m'occupe de la communication des Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont avoir lieu en 2026 à Dakar. Ce sera la première édition sur le continent. Donc je suis la responsable de tout ce qui est digital et communication. Et à côté de ça, j'ai des associations sur comment aider les jeunes, et notamment les jeunes filles, à s'émanciper à travers le basket. Et à côté de ça, j'ai eu une marque. Et j'ai également une boîte à travers laquelle je fais des événements. J'organise des événements, des formations et des programmes basket. Et à côté de ça, vous voyez, à côté de ça, parce que le multicasquette, c'était pas juste avant, hein, c'est encore aujourd'hui. Ouais, encore aujourd'hui. Et c'est assez. En fait, je vais quand même avancer tout court. Mais comment tu fais? Parce que je voulais en parler plus tard, mais comment tu fais pour avoir toutes ces casquettes en même temps? Après, il y a beaucoup de casquettes qui sont liées par le basket. Donc, le basket, c'est un peu le point central. En fait, il y a 2 choses qui sont les points centraux de tout ce que je fais. Il y a le basket, d'un côté. Et c'était autant professionnellement que personnellement, parce que j'ai été journaliste basket pendant longtemps. Ensuite, j'ai travaillé, je faisais de la com digitale, mais que dans des contextes basket. L'association, c'est autour du basket. Moi, je joue aussi. Donc, tout était autour du basket. Et la deuxième chose qui lie un peu tout ce que je fais, en dehors de ce qui est professionnel, c'est l'associatif. Donc, tout tourne autour du basket, de l'associatif. Et après, il y a le basket côté entrepreneurial. Et puis après, il y a le professionnel. Mais tout est lié au sport, on va dire, de manière générale, avec le basket
en particulier. Du coup, ça facilite un peu les choses parce que, par exemple, je sais pas, des fois, il y a une activité que j'ai, ça tourne autour du basket, c'est lié à ce que je fais professionnellement, mais j'en profite pour amener les jeunes sur l'événement ou des choses comme ça. Du coup, j'arrive à lier les choses. J'arrive à lier mes différentes fonctions. Donc, ça facilite un peu l'organisation. Après, j'avoue, avant, ça partait pas dans tous les sens, mais du coup, en vrai, je travaillais du lundi au dimanche, mais c'était pas vraiment travailler. J'avais mon poste, professionnellement du lundi au vendredi. Après, samedi, dimanche, c'est tout ce qui est association. Donc, on appelle ça travailler, mais en tout cas, je me reposais pas forcément. Aujourd'hui, j'ai un peu compartimenté les choses et du coup, j'arrive à m'organiser et à quand même prendre du temps pour moi. Oui, parce qu'il y a ça. Ouais. Pour toi et ta famille, faut le préciser. On va revenir quand même un peu en arrière. Là, tu m'as parlé communication, tu m'as parlé sport, sauf que toi, tu as fait des études en informatique. Ouais. À quel moment, justement, ça a basculé et tu as pris une autre voie? Ouais, moi, je suis de formation, donc j'ai fait pas une école d'ingénieur, mais l'équivalent d'une école d'ingénieur à Créteil, à la fac de Créteil. C'était une formation particulière. Et je pense que ça a basculé à cause du basket. En fait, le basket... Grâce ou à cause? Grâce au basket, c'est vrai. En fait, le basket m'a poussé en tout cas à écrire sur un blog à l'époque, après dans un magazine. Et je suis devenue journaliste, entre guillemets, grâce au basket. Entre guillemets, parce que j'ai pas la formation de journaliste, mais il se trouve que je suis vraiment devenue journaliste. Et j'ai mis du temps à dire que j'étais journaliste parce que justement, je me sentais pas légitime, parce que j'avais pas cette formation. En France, on aime bien, t'es journaliste parce que t'as fait la formation pour être journaliste, t'es ça parce que t'as fait ce qu'il fallait pour être ça. Et on n'aime pas sortir les gens des cases. Donc du coup, moi, j'ai mis du temps à m'appeler, à m'identifier comme journaliste, sauf que je l'étais au même titre que mes collègues journalistes. Et en fait, je faisais ça en parallèle de mes études. Et après, ça a pris le dessus sur ce que je faisais au niveau des études. Donc, c'est là que ça a switché. J'ai fait une année de... En fait, pour valider ma dernière année de master informatique, j'ai fait une année à l'étranger en Grèce. Sauf que c'est un Erasmus. Sauf qu'en fait, cette année, j'ai pas choisi la Grèce par hasard. J'ai pas choisi la Grèce pour les avancées technologiques, etc. Pourquoi donc? J'ai choisi la Grèce parce qu'il y avait une grosse compétition basket cette année-là en Grèce. Et je voulais y être pour la couvrir. Comme quoi. Donc, du coup, j'y suis allée. Bon, il se trouve qu'il y a une grosse grève étudiant cette année-là, donc on n'avait pas du tout cours ni rien. Mais par contre, niveau basket, je me suis fait plaisir. Ouais. Et en fait, je pense que c'est en revenant de Grèce que j'ai switché. J'avais eu mon diplôme, en fait, donc j'ai arrêté. Et au lieu de trouver du travail dans le secteur dans lequel j'avais été diplômée, j'ai plutôt poursuivi cette carrière de journaliste en faisant de plus en plus de choses liées à ça. D'accord. Donc, je pense que le switch, le switch définitif, là où ma mère s'est dit merde, on l'a perdu, il s'est fait à ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté selon toi, le fait d'avoir été en Grèce? Parce que je ne sais pas si tu voyageais déjà auparavant, mais là, tu faisais tes études quand même en Grèce. Ouais. Même s'il y avait le basket derrière, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager? Je pense que j'avais déjà voyagé, mais genre des petits voyages en voiture, la Hollande, l'Allemagne, etc. Même pas l'Allemagne, la Hollande, la Belgique. Mais vraiment pour faire des tournois. Donc, c'est des voyages de un week-end en voiture ou en minibus. C'est pas tu te retrouves pas dans un autre pays tout seul, etc. Donc, je pense que la Grèce, à part le Sénégal, mais pareil, voyage familial, c'était mon premier vrai voyage toute seule. Ensuite, c'est s'installer dans un autre pays. Donc, c'est encore autre chose. Dans un pays où tu parles pas la langue. Moi, je parle anglais parce que j'aimais bien l'anglais. Mais là, j'étais vraiment dans un univers 100% anglais et grec. Parce que du coup, je suis allée quelques mois avant le début de mon Erasmus pour pouvoir apprendre le grec. Et ouais, c'est se retrouver tout seul. Ça, je l'avais déjà fait parce que moi, mes parents sont de Reims. Donc, j'étais à Reims, je suis allée faire des études à Paris. Donc, je me suis installée toute seule à Paris. Mais tu restes dans un environnement que tu connais, tu vois. Ouais. Et puis, en vrai, à 1 heure de train, et ta mère, elle est à 1 heure de train. Donc, tu rentres le week-end. Tu connais quand même des gens, etc. à Paris. Surtout avec le basket, c'est assez petit, donc je connaissais du monde. Là, en Grèce, t'es tout seul, dans un pays que tu connais pas. La langue, le grec, ça ressemble à rien d'autre. Mais je pense que ça m'a aidé à grandir. Ça m'a aidé à grandir et professionnellement. Pour le coup, le basket m'a aidé parce que
j'étais dans un pays que je connaissais pas, mais t'es sur un terrain de basket, quel que soit le pays, t'es sur un terrain de basket. Et ça, pour le coup, ça connecte, tu vois. La première chose que j'ai faite, c'était la première semaine, je suis pas trop sortie, parce que je connaissais pas. Athènes, c'est hyper grand, tout est écrit en grec. Tu vois, les Grecs qui sont pas trop anglais. Donc, du coup, tu sors, t'es perdu. Toi, c'est même pas un alphabet, classique, donc tu connais pas trop. Mais en vrai, à côté de chez moi, il y avait un terrain où il y avait énormément de monde et j'y suis allée et tout de suite, je me suis fait des potes. Et en plus, en Grèce, il n'y a pas tant de personnes noires que ça. Donc, je suis allée sur le terrain, il y avait 2-3 personnes noires. Bah, ça a connecté direct, et même avec les Grecs au final. Et au final, bah, c'est encore une fois le basket qui m'a aidée à m'installer dans ce pays-là, en fait. Parce que je me suis fait des potes au niveau du basket. Après, les cours ont repris. Donc, on avait un espèce de groupe étudiant avec tous les étrangers qui étaient venus, tous les Erasmus. Mais moi, j'avais aussi ce monde extérieur avec le basket. Et qui me permettait d'être beaucoup plus... Tu vois, avec les étudiants, on restait entre nous. On allait dans les restos fréquentés par les étudiants. C'était un groupe. Tout ce qu'on faisait, on le faisait avec d'autres étudiants, etc. Là, avec le basket, j'étais complètement avec les locaux. J'étais avec les locaux grecs. J'ai rencontré des Nigérians qui étaient installés en grec depuis très longtemps. Et du coup, j'étais avec eux aussi. J'ai rencontré la communauté sénégalaise parce qu'il y avait un joueur professionnel sénégalais qui jouait en Grèce. Donc, pareil. Donc, ça m'a vraiment permis de m'intégrer, localement, de voyager dans le pays grâce au basket. Et ouais, encore une fois, c'est le basket, quoi. Et même à l'autre bout du monde, moi, tous les pays que j'ai fait, j'ai beaucoup voyagé. Et partout où je vais, à chaque fois, je prends une paire de baskets parce que la première chose que je fais qui me permet de rencontrer des gens, c'est de jouer au basket. On est allé en Thaïlande, on a joué au basket. On est allé au Pérou, on a joué au basket. Parce que les règles sont les mêmes, en fait, finalement. Tu es sur un terrain de basket, quel que soit le pays où tu es, c'est le même terrain. C'est les mêmes personnes, tu partages la même passion. Les règles sont les mêmes. Même si on ne se comprend pas, les règles, ça reste les mêmes. Donc, tu shootes à 3 points, même si tu ne sais pas dire je shoot à 3 points, c'est... les gens. Donc, du coup, on se comprend, en fait. Et tu te fais vite. Moi, je ne vais pas facilement vers les gens. Mais pour le coup, le basket, il m'aide à aller vers les gens parce que sur le terrain, je me sens en confiance et du coup, voilà. Donc, tu vois, même dans un pays étranger, c'est le basket, encore une fois, qui m'aide à... Mais du coup, d'un point de vue entrepreneurial, est-ce que tu penses que ton voyage, justement, en Grèce, dans tes études, est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose, peut-être avec un peu de recul ou pas? Ouais, je pense pas encore. Je pense que là, j'étais encore très... là, j'étais encore très journaliste, j'y allais pour faire mon taf. Peut-être que ça m'a aidé à... C'est là où ça m'a aidé, c'est peut-être le réseau. Parce que du coup, je suis allée faire cette grosse compétition, c'était le Final Four Euroleague. Donc, c'est la compétition européenne de basket. Et du coup, tu as tous les journalistes de différents pays. Et du coup, quand tu es sur place, c'est des gens que tu connais parce que tu as parlé avec eux par mail. À l'époque, c'était les blogs, etc. Donc, tu vois les pseudos, etc. Mais là, tu les rencontres en vrai. Et rencontrer des personnes en vrai, ça change tout. On met enfin un visage sur toi. On te crédibilise un peu. Parce que c'est facile de faire les choses de derrière son ordi. Mais quand tu es sur place, du coup, on te crédibilise. On te dit, oui, cette personne, elle existe. Et puis après, quand tu parles aussi, ils disent, elle connaît vraiment son sujet et tout. Et du coup, ça aide parce que du coup, ces personnes que moi, j'ai rencontrées en Grèce, ces journalistes-là, je les ai revus sur d'autres compétitions internationales. Et du coup, quand tu arrives, tu connais un peu tout le monde. Et toi, c'est hyper cool, quoi. Donc, peut-être qu'au niveau entrepreneurial, ça m'a aidé sur mon carnet d'adresses, forcément. Mais après, je pense que j'étais pas encore assez axée entrepreneurial, ni même associatif, tu vois. Là, j'étais vraiment... je fais mon taf et je kiffe en même temps. Parce que, mine de rien, tu vas dans les salles de basket, t'écris sur les matchs que tu vois, c'est kiffant. Non, ouais, j'imagine. Mais du coup, tu t'as dit à plusieurs reprises, tu faisais ton taf. Ouais. Parce que du coup, t'étais en Grèce, en Erasmus, il y avait la compétition, et tu bossais. Ouais. Donc, mais tu bossais... est-ce que t'étais déjà à ton compte? Non, à cette époque-là, je bossais pour... Ouais, j'étais un peu... En fait, j'étais pigiste. Donc, je bossais pour Basket Session et Rivers, donc le média pour lequel j'ai bossé en premier. Et j'étais pigiste à l'époque. Donc, je n'étais pas vraiment à mon compte, mais c'est comme si. Et du coup, je bossais, parce que du coup, j'écrivais des articles, etc., sur l'actualité du basket. Ce qui était un peu compliqué, c'est que nous, la principale source de revenus du basket, au final, c'est la NBA. Donc, du coup, ce qu'il fallait, c'était couvrir toute l'actualité NBA. La NBA qui se joue avec le décalage horaire la nuit chez nous.
Et moi, en fait, ce que j'aimais, c'était regarder les matchs. C'était pas juste me lever le matin, regarder les résumés, lire les articles de la presse américaine et ça. Moi, je regardais les matchs la nuit. Ensuite, j'enchaînais, j'écrivais quelques actualités, les news, etc. Et puis après, par chance, j'avais pas cours. Donc le matin, ça allait. Ouais. Et puis après, la journée, j'enchaînais. Soit on a pas mal voyagé cette année-là partout en Grèce avec un groupe d'amis que je m'étais fait. Ou alors j'allais jouer, ou alors j'allais voir des matchs. Enfin, cette année, elle a été assez soft dans le sens où, comme j'avais pas cours, j'avais pas cet enchaînement sur toute la journée. Mais ouais, non, c'était cool quand j'y repense. Tu peux resituer en termes d'années, c'était en quelle année? Je crois que c'était en 2005-2006. 2006-2007. Punaise, 20 ans. On parle d'il y a 20 ans. On parle de basket, de compétition, de fait d'être pigiste, assister à des matchs. Ouais. Il y a 20 ans. Ouais, autant aujourd'hui, on voit en fait le nombre énormément, et c'est bien, hein, de médias, de contenus autour du basket. Mais c'était peut-être pas autant. À l'époque, il n'y en avait pas autant. Et surtout, à l'époque, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Enfin, on n'avait pas encore les réseaux sociaux type Instagram, etc. Je pense qu'on avait Twitter. Ce qu'on avait surtout, c'était des blogs et Internet. Et les forums aussi. Ouais, et les forums. C'était forums et blogs. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de médias Internet, de médias web. Et surtout, ils n'étaient pas du tout crédibles. Genre, c'était pas un média web, c'était pas un média. À l'époque, c'était juste un site Internet. Et là aussi, tu vois, quand je disais que j'ai mis du temps à me crédibiliser en tant que journaliste parce que j'avais pas fait la formation, il y a aussi le fait que moi, je travaillais pour un média web et les gens avaient du mal quand tu leur disais oui, tu travailles pour quel média? Je travaille pour un site Internet. C'était pas, les journalistes, ils considéraient pas ça comme un média. Alors que c'était le futur, les gars qui regardaient, ils disaient t'es pas un vrai média en fait, tu vois. Ouais. Mais on était les concurrents de ces médias traditionnels parce que nous, on sortait les news, tu vois, on regardait les matchs la nuit, donc on sortait les news directement. Moi, j'avais un gros réseau et du coup, j'ai pas mal de joueurs qui m'appelaient pour me dire je vais jouer là, je vais être transféré. Et dans le milieu de la presse sportive, toi, dès que tu as un transfert en exclusivité, tu vois, t'as la news, etc. avant tout le monde. Donc, c'était un média pas traditionnel que les gens considéraient pas vraiment à l'époque, mais en même temps, c'est ce qui parlait plus à l'audience, parce que c'était une audience jeune, en fait, qui suit le basket, qui suit la NBA. Et du coup, l'audience... Nous, on leur parlait plus que le journal d'équipe ou que n'importe quel autre magazine que les gens lisaient plus forcément à l'époque. Donc, mais là où c'était compliqué, c'est que c'était pas considéré par les médias traditionnels, mais c'était pas non plus considéré par les institutions. Ça veut dire que quand tu allais demander une accréditation pour un média web, ils disaient toi, tu es un blog, donc on va pas te donner la même accréditation. T'as pas les mêmes accès qu'un média classique. Alors qu'en fait, t'en fais beaucoup plus parce qu'un média traditionnel, toi, ils font un article, l'équipe, toi, ils font une page sur une compétition et c'est tout. Nous, on suit le truc en live. Genre, t'es capable, sur une compétition qui dure toute une journée, t'es capable de sortir 20 news toute la journée, en fait. Et t'as pas la limitation de on a bouclé, donc ça sortira plus tard, etc. Nous, c'était du live. Du coup, on faisait beaucoup plus de contenu, mais on avait beaucoup plus de difficultés à avoir les accès qu'il fallait pour pouvoir faire notre contenu. Par chance, on était assez bien compris et je pense qu'on parlait beaucoup aux joueurs. Et du coup, eux, ils nous facilitaient. Tu vois, moi, je les appelais, il n'y avait pas de... On ne disait pas, oui, passe par le département médias, etc. Tu vois, j'appelais les joueurs, on avait les interviews qu'on voulait. En plus, on faisait des trucs un peu originaux. C'était pas genre... Soit après un match, on leur posait pas les questions classiques sur leur performance, etc. On s'intéressait aussi à tout le storytelling, toutes leurs histoires, tout leur vécu, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui faisait la différence et c'est ce qui faisait qu'on avait l'approbation et surtout le soutien des joueurs, des coachs, des clubs. Tu vois, on faisait vraiment les choses de manière différente. Mais tu vois, tu parles de quelque chose d'il y a... Parce que je suis il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, je pense que les gens, ils arrivent. Là, maintenant, c'est normal, en fait, faire du storytelling autour d'un joueur, etc. On donne même plus de crédit aujourd'hui à un média... J'allais dire un média web, mais même pas. Juste un média qui a un compte Instagram, genre un média tout son contenu repose sur un compte Instagram, a plus de crédit aujourd'hui. Tu vois, les marques, par exemple, elles vont appeler les créateurs de contenu pour couvrir des événements, etc. Et pas forcément les médias traditionnels. Donc, la tendance, elle s'est complètement inversée. Alors qu'avant, franchement, on galérait à avoir les accès et tout. Aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, tu as plus de chances d'être partout et d'être partout et d'être tout frais payé
un magazine comme L'Équipe, tu vois. Donc ça s'est complètement inversé. Et je pense que aujourd'hui, les gens les jeunes, la nouvelle génération, je pense qu'ils auraient même du mal à imaginer à quel point c'était galère. Mais même, tu vois, des concepts marrants, des concepts qui sortent un peu du lot. Par exemple, Lady Hoop, moi j'avais un site sur le basket féminin. T'as dit Lady Hoop, oui, voilà. Lady Hoop, tu peux dire rapidement ce que c'est? En fait, c'est un site sur le basket féminin que j'ai créé parce que je trouvais qu'on parlait pas assez des filles dans le basket. Et moi, je trouvais aucune info, ça m'intéressait, parce que moi, je suis une fille, donc je me disais, je vais voir les gens qui sont comme moi. Ça m'intéressait, mais je voyais nulle part parler de basket féminin. Genre, à la télé, on voyait pas, dans les magazines et tout, personne n'en parlait. Mais il existait ce monde du basket féminin. Et on parle de quand? De quelle date? Quelle année aussi? Et on parle allez, ça, c'était 2000, c'était même avant la Grèce, c'était plus 2000, toi, la fin des années 2000, tu vois. On est d'accord. Début des années 2000, ouais. Et donc, du coup, j'ai créé ce site pour pouvoir parler de basket féminin. Donc, j'écrivais, je me baladais dans les matchs, etc. J'écrivais des articles sur le basket féminin. Je faisais des portraits de joueuses. Et à l'époque, YouTube, c'était pas YouTube aujourd'hui. C'était YouTube, quoi. C'était un truc un peu... c'est un truc d'extraterrestre, quoi. Et nous, on avait eu l'idée... En fait, le basket féminin, c'est pas que ça intéressait pas, c'est que... Bon, le féminin est de toute façon, tout ce qui est féminin est de toute façon moins médiatisé. Mais je pense que nous, en tout cas, le parti qu'on avait pris, c'était de dire, si on veut intéresser les gens, il faut pas que ce soit de parler que des performances ou de ce qui se passe sur le terrain. Parce que de toute façon, c'est pas montré à la télé. Donc, même si tu parles des matchs aux gens, ils les voient pas, donc ça a pas de sens. Donc, on a pris le parti de désintéresser en racontant la vie des filles et en tournant nos sujets autour des filles. Et par exemple, c'est tout con, hein, mais on avait un concept qui était trop cool à l'époque, mais aujourd'hui qui doit sembler ridicule, c'est « qu'est-ce que tu as dans ton sac ?» Et genre, on allait voir les joueuses et elles nous disaient ce qu'elles avaient dans leur sac et tout. Mais c'était pas juste dire ce que tu as dans ton sac, c'est dire ce que tu as dans son sac, ça en dit long, tu vois, genre tu as un livre, du coup on parlait du livre, et du coup on parlait de plein de choses. Je sais pas, par exemple à l'époque, les basketteuses, elles se maquillaient pas sur le terrain. Ça c'était genre, mais tu vas où, pourquoi tu vas te maquiller alors que tu vas jouer au basket? Mais il y avait Émilie Gomis qui jouait toujours avec du rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Et du coup, elle avait un rouge à lèvres dans son sac. Donc, quand tu lui dis qu'est-ce que tu as dans ton sac, elle dit, j'ai toujours, dans ton sac de basket, elle a toujours son rouge à lèvres. Et du coup, tu discutes de choses. Donc, pour nous, c'était un concept qui a hyper bien marché. Les joueuses, elles jouaient grave le jeu parce qu'elles étaient trop contentes de pouvoir dire ce qu'elles avaient. Parce que ça reste des femmes. Donc, elles étaient contentes de pouvoir déballer leur sac et dire, moi, je joue avec un rouge à lèvres rouge, etc. Mais c'était un truc, les clubs, si on passait par les clubs, on n'avait aucun accès. Parce que les clubs disaient, mais c'est ridicule votre truc. À quoi ça sert de parler de ça alors qu'on est dans le basket, etc. Donc, on avait énormément de mal à avoir accès aux joueuses en passant par les clubs. Sauf qu'on passait directement par les joueuses parce qu'on les connaissait et qu'elles étaient contentes qu'au final, quelqu'un parle enfin d'elles. Même si c'était pas... En fait, c'était parler d'elles en tant que basketteuse en prenant l'excuse en prenant pour prétexte des sacs, etc. Et du coup, elle nous donnait accès très, très facilement à l'une, à l'autre des joueuses, etc. Donc, on galérait, mais on avait quand même nos soutiens qui étaient les joueuses et c'était le principal au final. Donc, toi, c'est des petits concepts. Aujourd'hui, ça paraît tellement ridicule, mais à l'époque, c'était genre... C'était énorme. C'est pas révolutionnaire, mais genre, c'était ouf, quoi, de se dire, on est dans le basket, donc pourquoi tu parles du sac de telle joueuse et de telle joueuse, quoi. En tout cas, maintenant, tu as un peu plus de... Je parlais médias, mais médias autour du basket féminin. Ouais. Là, en tête, j'ai Ty6 en tête, j'ai Hoop Legacy et I Can Play, et qui vont un peu plus loin que ce qui est proposé. Et maintenant, tu as aussi d'autres médias qui faisaient que masculin et qui avaient, après c'est mon avis, selon moi, qu'on commençait à parler, qui n'avaient pas le choix en fait de parler de basket féminin. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans un débat. Mais il y a 20 ans, c'était autre chose. Même ne serait-ce que voir un match de l'équipe de France à la télé. Ouais, c'était galère. Mais je pense qu'on était genre des médias 100% féminins basket. Je pense qu'on était deux. Il y avait Lady Hoop et il y avait un autre, je crois que c'était Basketball, ça s'appelait Basketball. Après, le gars était dans le Nord, donc c'était très orienté basket féminin dans le Nord, Valenciennes, etc. Et puis ça restait très performance. C'est très... résultat de match, quelle joueuse a scoré, machin et tout ça, ça sortait pas de là. Ouais.
Donc, il y avait moins de storytelling, on va dire, autour de la joueuse et de la femme, en fait, avant tout. Ok. Quand tu étais pigiste, du coup, tu t'étais pas mis à ton compte. Quand j'y mets à ton compte, c'est-à-dire que tu n'avais pas créé de micro-entreprise ou autre. Quand j'étais pigiste, je pense qu'au début, je n'étais même pas pigiste. J'étais employée au début, j'étais bénévole. J'étais très passionnée. Donc, au début, j'étais bénévole, volontaire, on va appeler ça, chez Basket Session. Donc, je n'étais pas forcément payée. Du coup, je travaillais à côté pour pouvoir... voilà. Après, ils m'ont finalement employée. Donc, j'étais employée, chez eux. Et après, ça s'est mal terminé. Donc, j'ai quitté. Et c'est là que je suis devenue pigiste. Parce que c'est là que je n'avais pas de médias dédiés. Je n'étais pas étiquetée tel média. Mais je devais écrire mes sujets et les vendre à d'autres médias. Donc là, c'est pigiste. Après, pigiste, c'est un statut différent. Tu n'as pas besoin de créer une entreprise. D'accord, je ne savais pas. Pour ça, tu factures juste le média. Là, j'avais une accréditation journaliste, j'avais ma carte de presse à cette époque-là. Et là, du coup, tu as un statut pigiste où tu n'as pas besoin de créer d'entreprise, etc. Mais je pense que pas longtemps après ça, j'ai quand même créé ma première entreprise. Ah non, j'ai créé une association. C'est une association, des dizaines de basketball. Ouais. Ok. Mais ouais, non, à l'époque, pigiste, il n'y avait pas encore ce... Et puis, je pense que c'était même pas... c'est arrivé... C'était pas si vieux que ça, les statuts d'entreprise individuelle, d'auto-entrepreneur, etc. Je pense que ça n'existait même pas encore à cette époque-là. À quel moment... Du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu as créé une micro-entreprise ou une société? Et ouais, mais pourquoi tard, finalement? Ouais, je crois que... Ouais, j'ai créé parce que du coup, le monde de la presse, c'est cool quand tu as un média attitré. À l'époque, pas aujourd'hui. Mais à l'époque, quand tu as un média attitré, d'être pigiste, c'est très difficile. Ouais. Et en plus, au basket, il n'y a pas tant de médias que ça. Ça ne paye pas tant que ça. Donc, c'était très facile quand il y avait des compétitions internationales, l'équipe de France. Et c'était facile parce que moi, je me déplaçais. Donc, du coup, j'allais sur place, je sais pas, un championnat en Lituanie, un championnat du monde en Turquie, même en Chine, tu vois. J'allais sur place et comme les médias n'envoyaient pas forcément des gens, j'arrivais facilement à vendre. Par exemple, l'équipe de France, 20 minutes, ils n'envoyaient personne. Du coup, moi, je vendais mes papiers à 20 minutes. D'accord. Basket USA, à l'époque, je pense que le média n'existe plus ou a été revendu. J'ai un doute, oui. Ouais. Mais moi, je bougeais beaucoup, en fait. Et même en Afrique, tu vois, sur des compétitions en Afrique, il y a un truc qui s'appelle... c'était l'Africa Game et c'est la NBA qui a organisé ça. Donc, tu as des joueurs NBA qui venaient faire un match à NBA en Afrique du Sud. Moi, je me déplaçais et du coup, ça, tu peux pas ne pas couvrir des joueurs NBA qui sont en Afrique, tu vois. Ouais. Mais j'étais la seule Française, entre guillemets, à me déplacer. Donc ça, j'arrivais assez facilement à vendre. Mais c'était assez compliqué. Et à l'époque, c'est à cette époque-là que les réseaux sociaux sont arrivés. Et moi, comme, mine de rien, j'ai une formation d'ingénieur informatique et que j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'informatique. Tu vois, je sais créer des sites web, etc. Un peu geek. Ouais. Du coup, je me suis vite intéressée à cette histoire de réseaux sociaux. Tu vois, à l'époque, quand Rivers... on avait des réseaux, c'est moi qui les gérais. Moi, personnellement, j'aimais bien. J'avais un blog sur les baskets, sur les chaussures de basket. J'avais un blog. J'avais plein de blogs, en fait, sur tout ce que je faisais. Et du coup, je me suis vite prise de passion pour ça. Et donc, je suis vite tombée dans la communication digitale. Et donc, après, en voyant que le monde de la presse ne me mènerait pas forcément loin... Ouais, j'ai même écrit pour des médias américains. Tu vois, c'était même plus simple pour moi de vendre des papiers sur des journalistes, sur des joueurs américains qui étaient en France, à des Slam Magazine ou d'autres médias américains. Mais j'ai vu que c'était quand même assez limité et qu'à ce moment-là, il y a tout ce qui était digital qui explosait. Du coup, je me suis réorientée dans communication digitale. Et je faisais ça, mais toujours dans le monde du basket. Je le faisais pour des institutions basket. C'était en quelle année, ça ? Parce que là, tu dis communication digitale, tu vois, comme si que là, aujourd'hui, c'est limite, c'est normal, en fait. Ouais, et tu distinguais ça à l'époque, mais... avant, il n'y avait pas de métier. Toi, le métier de community manager, avant, ça n'existait pas. Toi, tu gérais les réseaux sociaux, ça n'existait pas, ça. Non. C'est quoi, les réseaux sociaux ? C'était il y a 2010, tu vois. Donc, c'était pas si loin que ça, mine de rien. Il y avait déjà les Skyblog, MySpace à l'époque. Ça, c'était fini. Ça, c'était fini. Ouais, MySpace et tout, c'était avant même 2000, avant que j'aille en Grèce même, parce que moi, j'avais un Skyblog. Les jeunes ne comprendraient peut-être pas là. Au tout début. Mais après, il y a eu Facebook surtout. En fait, c'était beaucoup Facebook, Twitter. Instagram, c'est venu plus tard. Mais en tout cas, Facebook, Twitter, c'était les deux plus gros. Genre, quand tu avais un site, tu devais partager et que tu écrivais un article, tu devais partager sur Facebook
pour avoir de l'engagement et pour que les gens viennent sur ton site ou sur Twitter, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire de la communication pour les institutions, pour les événements. Donc, par exemple, Quai 54, tu vois. Événement Quai 54, j'ai géré les réseaux sociaux du Quai dès le début. Pour la NBA Afrique, dès qu'ils faisaient un événement en Afrique, on m'appelait. Au Sénégal, en Afrique du Sud, on m'appelait pour aider à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Et pour des trucs comme ça. Après, moi, j'avais mes propres sites, mes propres initiatives aussi. Donc, c'est ça, le côté un peu communication digitale. Et là, en fait, j'ai vite dû monter une auto-entreprise pour pouvoir facturer mes services à ces personnes-là, en fait. Donc, c'est là que ça a commencé vraiment l'entrepreneuriat. Alors que finalement, tu travaillais déjà depuis longtemps. En fait, il y a plein de choses, tu vois, on dit... en fait, moi, je suis entrepreneur depuis des années, sauf que formellement, tu vois, j'ai créé ma première entreprise, je pense, en 2012, un truc comme ça. Mais en fait, avant, tu le fais, mais tu mets pas forcément un nom dessus. Et aujourd'hui, on aime bien mettre des noms sur tout, tu vois. Je vois, ça n'a rien à voir, hein, mais je vois, toi, la maternité, là, le mois d'or, le mois en fait, c'est le mois de postpartum. Après avoir accouché, tu passes un mois où tu fais rien, tout le monde s'occupe de toi. Nous, en Afrique, mais au Sénégal, mais ça existe depuis la nuit des temps. Quand une femme, elle accouche, pendant un mois, elle va chez sa mère pendant un mois. Elle fait rien, tout le monde lui ramène à manger. Ses cousines, ses sœurs, les amis viennent pour faire la lessive pour elle. Enfin, vraiment, tout le monde s'occupe d'elle et du bébé. Et ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Mais aujourd'hui, on a mis un mot dessus. Ça s'appelle le mois d'or. Okay. Et donc, du coup, on a l'impression que le truc vient d'être inventé, entre guillemets, sauf que c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Ouais, et il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, des concepts qu'on a l'impression d'avoir créés, alors que c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, sauf qu'on n'a pas mis de mots dessus, ou les gens, en tout cas, qui le font, n'ont pas mis de mots dessus, quoi. Voilà pour cette première partie avec Sira Silla, où l'on a découvert son parcours, de ses études à l'étranger jusqu'au journalisme sportif et la communication. Dans le prochain épisode, on parlera de ses projets associatifs et entrepreneuriaux, avec des initiatives marquantes et des anecdotes qui témoignent de son engagement. Donc, à ne pas manquer, et à bientôt sur Focus Parpreneur.